Je jouerai le cobaye. Donc je vous laisse la parole pour vous présenter et voilà, à vous. Bonjour à tous, ça fonctionne, c'est bon. Je m'appelle Angelina Lanza, je suis une athlète handisport. Je pratique l'athlétisme depuis 15 ans à peu près. Je suis en équipe de France depuis 2015, où j'ai commencé par les championnats du monde. Depuis, j'ai continué différentes sélections, notamment lors des Jeux paralympiques de Rio et récemment médaillée, titrée aux championnats d'Europe qui ont lieu à Berlin cet été. Mes disciplines sont le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres et le 100 longueur et aussi le relais en fonction des différents championnats. Et je m'entraîne à Lyon, là, au sein du club du Lyon Athlétisme. Alors, juste un petit mot pour la présentation, puis après je laisserai la parole pour démarrer à Angelina. Angelina. Donc Cécile Autogali, je suis maîtresse de conférence à l'UFR STAPS de Lyon. Je suis spécialiste des questions de rapports sociaux de sexe dans le monde sportif depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait ma thèse sur les femmes alpinistes. Donc, il y avait un petit poster sur Catherine Destivelle, décidément, j'ai un peu du mal avec les prénoms ce matin. Ensuite, j'ai continué à travailler sur des escrimeuses, pas encore des athlètes, mais des footballeuses, là, bien sûr, en perspective de la Coupe du Monde qu'on va accueillir à Lyon. Donc, toute cette année, je vais travailler sur des parcours de footballeuses. Et je suis responsable depuis 2 ans d'un tout nouveau parcours de master en STAPS, qui est unique en France, qui s'appelle le parcours Égal-APS, pour égalité dans et par les activités physiques et sportives. On aura l'occasion d'en reparler sur la fin de ma présentation. Donc là, nous sommes là pour parler du sexisme dans le sport. Moi, pour ma part, en tant qu'athlète, je dirais que j'en ai pas forcément été victime. Après, je pense que dans l'athlétisme, c'est pas forcément l'un des sports le plus sujet à cela. Cela ne n'empêche pas d'avoir d'avoir eu le droit à certaines remarques, notamment par exemple sur la musculature. Généralement, il y a des sports ou certaines disciplines sur lesquelles nous sommes plus musclés que d'autres et dans la jeunesse, quand notre corps se développe, on a le droit à t'es musclé un peu comme un garçon. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent affecter, surtout au moment de la croissance, puisque ça remet un peu en cause notre féminité et du coup le désir de faire du sport n'a pas la même image. On ne véhicule pas la même image pour nous. L'image qu'on véhicule est un peu différente puisqu'on se dit voilà, je fais une discipline mais les gens me voient pas comme je me sens réellement. Et c'est vrai que ça peut un petit peu toucher puisque c'est des choses qui affectent dans le sens où on veut un peu changer le regard des gens et du coup on essaye de faire attention à ce qu'on mange en se disant bon bah voilà, comme ça je grossirai pas trop, mes muscles ne se développeront pas trop et à un certain âge c'est pas une bonne solution puisque si on fait du sport déjà c'est par plaisir, pour partager une passion avec d'autres personnes, que ce soit par équipe, avec les coachs, c'est vraiment une expérience unique et on n'est pas là pour répondre aux attentes des autres, que ce soit physique généralement, on est là pour être performante dans notre domaine et puis c'est tout. Donc c'est vrai que c'est des réflexions, des fois les gens ne s'en rendent pas compte, ça peut être perçu comme un compliment, mais que la tournure des phrases, parfois, elles peuvent avoir un impact plus important que celui auquel on pense. Après, le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est aussi la reconnaissance. Dans le monde du sport, c'est vrai que les performances masculines et féminines ne sont pas forcément reconnues de la même façon, et que chez une femme, on va aussi reconnaître... Chez un homme, on va reconnaître sa performance vraiment en tant que telle, on va énormément la mettre en avant, que ce soit un record du monde, que ce soit un record d'Europe ou juste le titre en tant que tel. Et c'est vrai que les articles sur les femmes, lorsqu'elles sont en championnat de France, championnat d'Europe, voilà, différentes disciplines, ce ne seront pas forcément les mêmes mots ou les mêmes choses qui seront mises en avant. Et c'est des choses qui peuvent affecter la performance en se disant, ma performance, finalement, elle n'est pas égale, alors que le travail, il est le même au quotidien, c'est les mêmes séances, c'est les mêmes heures d'entraînement, c'est les mêmes heures de souffrance. Et de voir ça qui n'est pas reconnu à juste titre, à sa juste valeur, ça peut... ça minimise le travail que l'on fait au quotidien et on a un petit peu l'impression qu'il faut se donner
2 fois plus qu'un homme pour pouvoir être à égalité au niveau des performances et que nos performances soient reconnues dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, que je n'ai pas forcément eu à faire, mais j'ai vu dans d'autres disciplines, notamment, par exemple, lors des Jeux, lorsque on parle de l'athlète le plus titré dans cette ou telle discipline, alors que des fois, il y a des femmes qui sont aussi titrées et elles passent à la trappe. Et je trouve que c'est un manque de respect envers le travail de ces personnes, d'une part, des femmes qui ont fait cette compétition, mais aussi envers toute l'équipe qui est autour de ces femmes, les coachs, les kinés, préparateurs physiques, qui travaillent autant que ce soit pour une équipe féminine ou masculine, que pour une femme ou que pour un homme. Et c'est comme si tout ce travail qui a été fait, il valait que la moitié. Et c'est quelque chose qui devrait s'améliorer, j'espère, avec ces Jeux, par exemple, où les mentalités pourront changer de plus en plus, ou en voyant de plus en plus de sport, en médiatisant peut-être davantage, parce que généralement, on va nous dire oui, mais on en parle un petit peu moins. Mais c'est aussi le rôle des médias de parler davantage et de faire connaître davantage, puisque c'est un véritable relais d'opinion. Et c'est ça qui pourra permettre aux lecteurs, à ceux qui regardent la télé, de connaître davantage de disciplines, puisque si on ne le montre pas, on ne peut pas connaître nous-mêmes ces personnes-là. C'est à juste titre, comme sur certaines disciplines, on ne connaît pas certaines disciplines, certaines épreuves. Si on ne nous les montre pas, on ne va pas forcément nous-mêmes aller chercher l'information. Donc, c'est aussi le rôle des médias de mettre en avant ces femmes-là, puisque je sais très bien que ce ne sera pas nous qui le ferons. Après, il y a aussi un autre point un point qui m'a énormément touchée, par exemple, c'est le cas de Serena Williams, concernant sa tenue. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on a tendance à voir dans le sport qu'il y a certaines normes ou certaines attentes sur les tenues qu'on doit porter. Moi, par exemple, l'athlétisme, dès que c'est l'été, les femmes sont en brassière. Mais si une femme court en t-shirt, il va y avoir toujours une petite réflexion, une petite suspicion, pourquoi elle est en t-shirt, est-ce que c'est qu'elle n'est pas encore affûtée, qu'elle n'est pas encore à l'aise, alors que c'est juste, je désire courir en t-shirt, je cours en t-shirt, point, je ne dois pas répondre à vos attentes, à un critère, parce que vous jugez qu'en compétition, on doit tout être en brassière, ce n'est pas du tout le cas, on n'a pas une obligation pour faire cela. Je sais que moi, j'ai eu le droit à cette réflexion, après, pas forcément d'un terme négatif, mais c'est plutôt inquisiteur, t'as pas de brassière. Non, j'ai pas envie de la porter, c'est juste comme ça. Et c'est vrai que c'est pas le genre de question qu'on irait poser à un homme. S'il il décide de courir avec un short flottant plutôt qu'un short serré, on va pas lui dire si tu cours avec un short flottant, c'est pour telle raison. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste auprès des femmes et qui peut avoir un impact aussi sur la manière, une fois de plus, dont on se voit, puisqu'on se dit si je mets pas de brassière, ils vont penser que je suis pas encore affûtée, que voilà, et qu'il y a beaucoup d'idées qui sont reçues. Il y a beaucoup de sous-entendus dans cette manière de voir les choses. Tout comme ça a été le cas pour Serena Williams, qui a été jugée sur sa tenue parce qu'elle n'était pas élégante, que ce n'était pas assez féminine. C'est une combinaison, elle se sent bien dedans, c'est quelque chose... on a une tenue qui nous sert à être performante, pas qui nous sert à être élégante. L'objectif, c'est vraiment de se sentir bien dans notre tenue, comme par exemple en athlétisme, on peut courir soit en short, soit en combinaison, soit avec les boomers qui sont des petites culottes. Chacun porte la tenue qu'elle souhaite en fonction de comment elle se sent à l'aise dedans. Le but, c'est pas de tous rentrer dans un critère en disant on porte toute la même tenue. Si on se sent pas bien, la performance, elle s'en ressentira également. Et les gens, au lieu de souligner, de voir cet aspect-là en disant voilà, je vais porter telle tenue parce que dans cette tenue, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens performante, ils vont plutôt juger la beauté de la tenue, alors que si vous êtes là pour voir du sport, vous n'êtes pas là pour voir la beauté de la tenue, vous êtes là pour voir la beauté de la performance qui est réalisée sous vos yeux, qui est réalisée sur vos écrans, et que ça n'a aucune utilité d'être là pour juger cela. Notamment dans les sports où, par exemple, que ce soit la natation, l'athlétisme, il y a beaucoup de sports où c'est pas des sports forcément artistiques.
Enfin, une fille qui va faire sa course, son saut en longueur en étant en brassière ou en étant avec un short plutôt qu'un boomer, on ne va pas lui dire « Ah bah, t'étais pas jolie dans cette tenue » et on ne va pas se focaliser sur sa tenue. Pourquoi sur un cours de tennis, on va se focaliser là-dessus plutôt que de se focaliser sur la performance en tant que telle, surtout sachant que la tenue que Serena portait, c'était une tenue qui lui servait aussi pour des problèmes de santé, car elle a eu des caillots sanguins pendant sa grossesse, et que c'était une tenue aussi qui lui permettait de récupérer. Et ça, c'est pas forcément ce que les articles, les juges, la fédération a mis en avant. Et c'est quelque chose qui n'aurait pas dû, enfin, c'est des réflexions qui n'auraient pas dû avoir lieu, surtout qu'ils ont jugé directement sa féminité au travers de ses propos et de ses différentes critiques, notamment en disant que, je ne sais plus le nom de la tenniswoman qui avait porté également cette tenue il y a quelques années, une combinaison blanche également, en disant que ça ne la mettait pas en valeur. Enfin, la femme n'est pas là pour être mise en valeur dans une tenue, elle est là juste pour faire la même performance que l'homme, puisqu'elle est censée être son égale. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur moi, ma vision un petit peu du sexisme dans le sport, que c'est vraiment des mentalités à changer, puisque c'est grâce aux médias que ça pourrait être changé. Mais si les médias eux-mêmes se mettent à critiquer les femmes, à faire des réflexions et à relayer ce genre de propos ou de réflexions, bah forcément ça aura un impact sur les personnes qui lisent et qui voient les performances, et elles ont tendance du coup à se focaliser sur un problème par exemple de tenue plutôt que sur la performance qu'elles voient. Je vous remercie. Peut-être, oui. Directement dans la foulée, je te laisse. Oui. J'ai pas entendu. Oui. Ben, on n'est pas censé juger la femme juste à ce qu'elle représente, oui, voilà. Ah, mais moi, je pense qu'il devrait justement avoir des sanctions plus... Oui, je suis totalement d'accord, il devrait y avoir des sanctions plus importantes sur ce genre de propos. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que c'est au rôle des médias de travailler là-dessus et d'arrêter de se focaliser sur ce que est censé représenter la femme dans le domaine du sport. Elle n'est pas là pour être féminine, elle est là pour faire du sport, puisque c'est un objectif. C'est comme les hommes, ils sont pas là pour être beaux quand ils font du sport, ils sont là juste pour... On va se concentrer seulement sur leur performance. Et en tant que femme, en fait, c'est comme si on devait être à la fois être féminine, être performante, ne pas être trop musclée, ne pas... Voilà. On n'est pas là pour entrer dans des cases non plus, je suis totalement d'accord. Et ça, il devrait y avoir plus de sanctions sur ce cadre-là. Et on devrait rappeler justement que la performance qui est montrée à la télé, sur un match, sur un terrain, sur une piste, elle est aussi importante que la performance qui est montrée, qui est réalisée par celle des hommes. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça perd. Oui, totalement. Oui, il y avait souvent des petits propos ou des petites blagues glissées comme ça. Oui, parce que du coup, ça permet qu'elle se concentre. Ouais, de se concentrer seulement sur la performance et de faire des interviews. J'ai remarqué ça pendant les championnats d'Europe cet été avec Clémentine Sarlat notamment. Et bah, oui, je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur et de vraiment, on se focalise sur le sport en tant que tel et puis c'est tout. Totalement, oui, oui. D'autres questions?
Vous pensez que c'est les sponsors qui ont mis la pression à Serena Williams, c'est ça? Moi, je suis pas totalement d'accord. Je pense que généralement, enfin, la tenue, elle peut être travaillée avec la tête. Généralement, sur des sports comme ça, il faut vraiment être à l'aise, avoir de la mobilité, pouvoir être aérien. Si elle est dans une tenue qui ne lui va pas, même si la marque préfère un tel ou tel modèle, il faudra vraiment travailler pour que l'athlète se sente bien dedans. Sinon, le but, c'est pas juste d'être beau, beau, belle dans la tenue. Sinon, la performance ne sera pas là, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Nike, au final, a changé, a travaillé et a changé avec Serena pour changer la tenue sur le match qu'elle a eu ensuite. Donc, je pense pas que ce soit le rôle ou la cause, enfin, que les sponsors mettent une pression sur la tenue que doivent porter vraiment les athlètes pour. Je pense pas que ça aille dans leur sens de faire ça. Pour faire de la pub, c'est ça? Faire valoir. C'est des faire valoir, c'est des vitrines. Je pense. C'est quand même, oui, c'est quand même contrôlé. Oui. Ça, on peut le voir aussi parce qu'ils mettent pas n'importe quelle fille, ils mettent quand même des filles qui sont assez jolies, voilà, qui restent quand même dans des cases, mais on peut quand même dire que l'effort commence quelque part. Parce que si jamais ils mettaient pas, oui, mais si ils mettent vraiment pas de femmes au bout d'un moment, enfin, ça voudrait dire que le sport appartient particulier, c'est seulement pour un public masculin au final. Oui, ils font attention sur le type de femmes qui présentent, c'est vrai. Ah bah très très doucement, ouais. Oui, ça fait un peu la femme, elle est là, la poupée, c'est bon, c'est un petit peu ça, oui. Ouais, mais ce qui est aussi intelligent de leur part, je dirais, c'est qu'ils présentent des femmes qui sont quand même, enfin, qui connaissent quand même le sujet, parce qu'ils pourraient très bien présenter. Oui, décalé. Ok. La réflexion, ok. Oui, qu'elle a pas, en fait, elle est pas censée aller au-delà de ce qui est attendu. Ok, je vois. Ok. Oui, dans tous les cas, il sera limité, il y aura toujours. Oui. Femme. Ça, c'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention. Moi, j'ai un coach masculin, oui. Oui, Non, oui, oui. Il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas énormément. On est à moins de 10% dans la profession. Donc déjà, être entraîné par le sexe opposé, voilà, c'est. Ouais, mais ça, quelle est la raison? Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a repoussé du coup les femmes
Ça voudrait dire qu'on éloigne un peu le femme de de ces statuts-là, de ces postes-là, ou est-ce que c'est juste que ça ne les intéresse pas? Enfin, ça, c'est aussi une question intéressante. Parce que normalement, on a une expertise quand on est entraîneur. Oui. Et donc, ça voudrait dire que les femmes n'ont pas cette expertise. Si, justement, c'est ce que je dis, mais peut-être que les femmes n'ont pas forcément ne voient pas l'envie ou l'intérêt d'être à ces postes-là aussi. Bah, je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux. Après, ça dépend peut-être aussi dans certains domaines. Je peux pas juger non plus tous les sports. Moi, je sais que dans l'athlétisme, j'ai eu une coach femme aussi. Et elle a totalement toute sa légitimité. C'est basé sur l'expérience, la confiance. Mais autour de moi, je sais qu'il y en a qui ont qui ont déjà eu des licences TAPS ou des masters TAPS et qu'elles ne se dirigent pas forcément dans le domaine, le coaching, ça ne les intéresse pas forcément. Ça, moi, c'est un truc que je constate avec les personnes qui sont autour de moi et qui travaillent dans le domaine, qui ont pu travailler dans le domaine du sport. Je sais qu'il y en a qui sont dirigés plutôt d'être professeurs pas à l'université, dans des collèges ou dans des lycées. Mais que l'aspect coach en tant que tel, c'est pas quelque chose vers lequel elle se dirige. Mais souvent, quand vous êtes entraîneur, quand vous arrivez dans une nouvelle structure, automatiquement, on vous donne, et que vous êtes là, automatiquement, on vous donne des petits, des débutants. Les enfants. Oui. Rarement au-dessus. Même si vous avez un bon niveau. D'accord. Bah, moi, je sais que ça n'a pas été. Je sais que c'est pas le cas, par exemple, dans l'athlé. Enfin, moi, je vois certains de mes collègues qui ont voulu coacher, du coup, qui sont coachs. Donc, j'en ai trois. J'ai 3 collègues femmes qui ont, elles aussi, du coup, ont commencé à coacher les petits. Mais comme mes collègues hommes aussi, tout le monde est obligé de commencer à s'occuper des petites équipes. Initialement, là, c'est pas typiquement les femmes, vous occupez des jeunes et vous, les hommes, vous allez vous occuper des plus âgés. Je sais qu'ils travaillent en binôme généralement pour s'occuper des 10-11 ans, 12-13 ans. Et que petit à petit, chaque année, ils prennent en grade et du coup, ils peuvent s'occuper d'équipes plus importantes. On en garde un peu pour la suite. Des questions? Ouais. Alors, je ne sais pas si celui-là marche parce que j'aimerais avoir ma main libre. Oui, c'est bon. Puis de toute façon, je pense avoir du coffre. Et donc, à mon avis, vous m'entendrez. Mais si jamais vous ne m'entendez pas bien, vous n'hésiterez pas à me le signaler. Je me décale. Tu veux bien? Ouais. Okay, Restez par là, mais... alors moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Angelina, j'ai pris des notes, j'aurais envie de réagir sur plein de choses, vous l'avez déjà fait, je vais prolonger un petit peu ça. Et d'abord sur la question du sexisme, en fait, au final c'est quoi le sexisme? Parce que c'est vrai qu'Angelina a démarré en disant moi j'ai pas été victime de la discrimination. De sexisme. Et puis en fait, tout ce qu'elle nous liste ensuite, je suis désolée, ce sont des manifestations sexistes. Voilà. Donc en fait, ça montre bien que il y a une forme d'intériorisation d'un sexisme ordinaire, finalement qu'on perçoit plus tant que ça, ou qu'on finit de percevoir une fois qu'on a mis à plat l'ensemble des choses et qu'on commence à prendre du recul. Il y a vraiment une incorporation en fait, des processus sexistes aujourd'hui qui sont extrêmement puissants et qui font que beaucoup de gens ne parviennent même plus à les voir parce qu'on a grandi là-dedans. C'est comme ça depuis très longtemps, c'est comme ça partout, presque partout, dans tous les pays du monde. Donc c'est que ça doit être normal. C'est que c'est lié au fait peut-être à la bicatégorisation des sexes. Il y a des hommes, il y a des femmes. Du coup, ces pratiques-là seraient normales. Non, le sexisme, c'est une attitude de dénigrement en raison de mon sexe. Le racisme, c'est une attitude de dénigrement en raison de ma racialisation, parce que bien sûr, race, il n'y en a qu'une, hein, c'est voilà. Mais en raison de la façon dont on me racialise quand on me regarde. Donc, ce sont des attitudes de dénigrement qui sont extrêmement puissantes. Alors moi, je réagis encore un petit coup sur la remarque que vous avez faite. Si Candeloro avait fait une remarque...
c'est raciste, il aurait été sanctionné. Il a fait une remarque sexiste, et puis pas une petite remarque sexiste, hein, pas une des moindres remarques. Voilà, et il n'a pas été sanctionné parce qu'il y avait un côté, il mettait en avant l'hétérosexualité, le fait qu'un homme allait être séduit par une femme, etc., etc. Et donc c'est rentré complètement dans le langage et la culture du milieu sportif à ce moment-là. Oui, mais il y en a plein des comme ça. Non. C'est pour ça que je me permets, et je ne suis pas dans ma conférence là, mais je me permets de faire le lien entre ce que Angelina disait et ce que vous avez dit vous aussi. Ça montre bien qu'aujourd'hui, on a encore un sacré chemin à faire sur l'identification de qu'est-ce qui relève vraiment du sexisme et la mise en sanction, en fait, de ces comportements. On est censé aujourd'hui, au regard de la loi, pouvoir porter plainte pour propos sexistes. Et là, je peux vous dire qu'on a encore du chemin à faire. Oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Au foot, dans la cour de récréation, elles ne peuvent pas toucher la balle, les filles. Masculin, tout à fait. Donc ce sont des processus longs, intimes, qui se construisent dès la plus petite enfance. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis arrivée 1 heure avant cette conférence. J'étais garée juste derrière, auprès de l'école maternelle. Et donc, pendant 1 heure, j'étais dans ma voiture à relire un peu mes notes, etc., à répondre à quelques mails. Et il y avait des mamans à côté qui amenaient leurs enfants à l'école maternelle. Et il y a une maman qui s'est arrêtée avec son landau et qui parlait avec une autre maman de son bébé. Donc, c'est clair, elle parlait d'une petite fille, et tout le discours tournait autour de est-ce qu'elle ressemble à une poupée ou non. Et là, regarde, là, c'était vraiment une poupée à ce moment-là, et là, ça l'est pas. Et en fait, tout était organisé pour construire cet être vivant comme une poupée. Et donc, c'était hyper... Alors, moi qui suis habituée, qui ai construit des lunettes, en fait, ces processus de socialisation, la sexuée, c'était hyper puissant, quoi. La gamine, elle ne marche pas, elle ne parle pas, et elle est déjà en fait en train d'intégrer les attentes de ses parents à l'égard de son esthétique. Même de sa mère. Et forcément, voilà, Oui, de sa mère, de plus tout le monde, etc. Plus d'importance. Tout à fait. Donc c'est vraiment, là, ça renvoie en fait à des processus bien connus en sociologie ou en psychologie sociale. C'est ce qu'on appelle la socialisation sexuée, qui se construit très très tôt, et qui fait qu'au final, après, à l'âge adulte, tout est devenu évident. C'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte du fait qu'il y a des inégalités, des discriminations et du sexisme. On a juste toujours baigné là-dedans, et donc c'est devenu évident. Alors, je vais peut-être enchaîner du coup maintenant sur la présentation qui, à mon avis, devrait donner des clés de lecture sur le pourquoi. Pourquoi ? Est-ce que, par exemple, sur la dernière question, est-ce que les femmes ne veulent pas devenir entraîneuses, ou est-ce qu'il y a des processus de discrimination qui font que c'est juste aller au feu, quoi, de partir dans ce métier-là, et que donc elles s'auto-censurent par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne voudraient pas, ça veut dire qu'il y a un ensemble de processus discriminants, sexistes, qui font qu'effectivement, elles en sont éloignées. Alors, on va démarrer par quelques chiffres. J'avais dit que je ferais d'abord un petit état des lieux qui me semble nécessaire de rappeler. D'abord, les femmes font du sport. Je pense que c'était nécessaire de le rappeler, tout comme les femmes ont toujours travaillé. Donc, oui, les femmes sont sportives. 87, alors c'est la dernière enquête de 2010, je suis désolée, ça commence à dater un peu, c'est la grande enquête sur les pratiques sportives des Français, elle date de 2010, elle est en train d'être refaite pour être republiée en 2020, donc on aura les nouveaux chiffres, mais 87% des Françaises déclaraient faire du sport donc, en 2010, on est à 89% chez les hommes, donc ça veut dire qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui déclarent faire des pratiques sportives, physiques et sportives. Deuxième chiffre important, il y a près de 6 millions de licenciés 6 millions de femmes sont dans des clubs sportifs, sont licenciées et donc pratiquent toutes les disciplines, ou quasiment, on y reviendra un petit peu après, toutes les disciplines sportives. 6 millions, c'est pas rien sur 15 millions de licenciés. Donc on est à 37,5%, on est à un chiffre le plus élevé de l'histoire du XXe siècle et XXIe siècle.
Et puis surtout, la progression aujourd'hui, dans le milieu sportif, c'est chez les femmes qu'elle est la plus forte. La plus forte progression du mouvement sportif, c'est du côté des licenciés EE. Vous le voyez, on a depuis 2012 plus 5,62% de licences du côté des femmes quand on est à plus 4,11% du côté des hommes. Donc ça veut dire que le milieu sportif a tout intérêt à continuer à investir sur les femmes parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui continuent à faire croître le mouvement sportif. Et bien sûr, derrière le nombre de licenciés, ça ne vous aura pas échappé, ce sont des subventions, ce sont des résultats, ce sont en fait faire briller la France à l'échelle internationale, nationale et internationale. Donc le mouvement sportif a besoin de continuer à investir sur ces femmes. Oui ? Toute fédération sportive, je vais y venir, C'est ça, ça rentre. Si, ça rentre. Parce qu'il me semble... Alors, pardon. C'est ça. Quand je suis dans un club, je peux avoir une carte. En fait, je suis dans une structure... Voilà, c'est ça. Je suis dans une structure privée. Et donc, ça dépend du statut du club vers lequel je vais. Par contre, si je suis dans un club de Zumba, mais qui est affilié à la FSGT, à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, ou à l'UFOLEP, ou à des grandes fédérations comme ça, multisports, je compte dans ces licenciés-là. Si je vais, par contre, me licencier dans une salle privée de sport, je ne rentre pas dans ces chiffres-là. Donc, ça veut dire qu'effectivement... C'est ça. Ce qui veut dire qu'effectivement, cette grande enquête de 2010 ne prenait pas encore tout le secteur privé, qui représente encore un vivier important. C'est pour ça que le chiffre de 87% des femmes qui déclarent faire du sport, au final, c'est aussi celui-là qui est peut-être celui-là qui est le plus important. Alors, une fois qu'on a reposé ces principes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts entre les hommes et les femmes. Les écarts, on va les observer dans la distribution d'abord des pratiques sportives. Les femmes n'investissent pas les mêmes secteurs sportifs que les hommes. Donc là, vous ne voyez pas forcément, mais en fait, la plupart des femmes, plus de 50% des femmes licenciées se répartissent dans seulement 6 activités. La gymnastique, le fitness, les sports équestres, la danse, la marche, la natation, le patinage. Quand les hommes, eux, plus de 50% des hommes, s'investissent en fait dans un panel d'activités beaucoup plus large que ça. On a encore aujourd'hui, sur les 115 fédérations sportives, on a encore 45 fédérations qui comptent moins de 20% de femmes. Avec, bien sûr, c'est ce que représente le petit tableau, la Fédération française de foot où on compte 6% de femmes. Alors, il faut quand même dire un mot, 6% de femmes, ça ne paraît pas beaucoup, mais sur 2 millions de licenciés, ça fait quand même 160 000 licenciés et eux. 160 000 licenciés, c'est presque autant que le handball aujourd'hui. Donc ça veut dire que les femmes aiment le foot autant qu'elles aiment le hand. J'insiste là-dessus parce que les chiffres, au-delà des pourcentages, les chiffres sont importants aussi. Donc en fait, on a encore une division effectivement sexuée en fonction de type de pratique et on va essayer de resituer ça dans une perspective historique. Pourquoi ? Est-ce que c'est que les femmes n'aiment pas le foot ? Ou est-ce que c'est parce qu'au sein de la fédération de foot, pendant longtemps, on n'a rien fait pour les femmes ? Et que depuis 10 ans, on commence à bouger pour les femmes. C'est le deuxième scénario que je vais tenter de vous démontrer. Et puis enfin, ce qu'on peut remarquer aussi dans cette division sexuée des pratiques sportives, c'est qu'il y a une tendance en fait chez les femmes à être plutôt dans des pratiques non institutionnalisées, sur des temps de vacances ou sur des temps de congés, quand les hommes, eux, sont sur une pratique plus régulière, institutionnalisée, au quotidien, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, dernière différence, c'est quand on regarde la compétition, et notamment la compétition un peu engagée, là, on tombe à 10% de femmes qui sont engagées sur des compétitions importantes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des écarts et on va essayer effectivement de contextualiser ces écarts-là. Je n'irai pas plus loin sur les chiffres parce qu'en fait, derrière ces chiffres sont souvent instrumentalisés, sont souvent utilisés pour en fait faire valoir un prétendu goût des femmes pour tel sport et pas pour tel autre. Ces chiffres pourraient nous dire que les femmes adorent le fitness, la gym, la danse et n'aiment pas du tout le rugby, les activités automobile, le foot, etc. Donc
Là, on est sur des chiffres qui figent une réalité. Et moi, en tant qu'historienne, je vais plutôt vous montrer qu'il ne s'agit pas du tout d'un goût ou d'une essence féminine qui s'exprimerait derrière ces chiffres. Je vais vous montrer qu'il s'agit d'un processus qui s'est socialement et historiquement construit. D'accord ? Donc, on va essayer de remettre en dynamique ces chiffres. Autre critique que je fais à ces chiffres, en fait, c'est comme quand on dit l'espérance de vie des Français, c'est, vous savez, l'espérance de vie des Français ? Parfait. 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Qu'est-ce que ça nous dit, ce chiffre ? Alors oui, ça nous dit quelque chose par rapport à l'espérance de vie qu'on avait il y a 20 ans ou 40 ans, en moyenne. Mais au final, on a tous, malheureusement, connu des gens qui sont partis bien avant cet âge-là ou heureusement, bien après cet âge-là. Donc, ça nous dit... la moyenne statistique, elle écrase. Elle réduit du pluriel, de la diversité, à une espèce de moyenne, à une réalité. Et donc là, je voudrais insister sur un deuxième point. La femme n'existe pas. Je suis désolée. Les femmes, oui. Et donc, il y a des profils, il y a des parcours, il y a des motivations, il y a des goûts extrêmement variés au fil de l'histoire. Et c'est ça que je vais essayer de resituer. Alors, en tant qu'historienne, moi, tout d'abord, ces chiffres, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ne rendent visible que la partie émergée en fait, de l'iceberg. Et moi, j'ai envie d'aller voir maintenant la face invisible de cet iceberg. Ces chiffres, de quoi est-ce qu'ils sont le résultat ? Eh bien, en tant qu'historienne, je peux vous dire que ces chiffres sont le résultat de choix politiques. De choix politiques réalisés par des hommes et des femmes au sein des institutions sportives au fil du XXe siècle, donc au sein des organisations, qui ont participé, du coup, ces agents, individuels ou collectifs, qui ont participé, je cite Thierry Terré, historien à Lyon 1 avant de devenir recteur et puis maintenant en charge du développement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui ont contribué, je cite, à menacer les femmes de façon ponctuelle et régulière dans leur autonomie, leur dignité et leur intégrité physique ou psychique. Donc c'est extrait d'un ouvrage que je montrerai tout à l'heure. En fait, ce que nous dit Thierry Terré, c'est que les organisations sportives, et donc les agents individuels ou collectifs qui sont à l'intérieur, ont mené des politiques en défaveur des femmes pendant très très longtemps dans le monde sportif. Ont mené des politiques qu'on peut nommer, pour reprendre la formule de Pierre Bourdieu en 1998, le reflet de processus de domination masculine. Ces chiffres sont donc le résultat d'une déconsidération et d'une invisibilisation des femmes qui a été durable. Et encore aujourd'hui, je vais essayer de vous le montrer, des femmes dans le système sportif. Donc pour pouvoir maintenant aller un petit peu plus loin sur cette hypothèse, ce fil de démonstration, d'abord il faut comprendre que l'histoire des sportifs, c'est l'histoire d'un combat. C'est l'histoire d'un combat qui s'est joué pas seulement sur l'arène olympique ou sur les pistes d'athlètes, qui s'est joué au sein déjà des organisations contre des politiques d'exclusion, de discrimination, de marginalisation, contre des violences aussi, symboliques ou physiques, à leur égard, dont le but était de les maintenir dans une position sociale d'inférieur, dont le but était de les maintenir dans le groupe des dominés, en fait, en quelque sorte, et de les maintenir donc dans une position inférieure. Alors, comment on peut illustrer ça ? Un combat donc par les sportifs pour accéder à une égalité de droits et de dignité. Tout d'abord, les sportifs ont dû se battre contre... Et c'est la diapo d'après ? Non, pas encore. Ont dû se battre contre des inégalités d'accès aux pratiques sportives. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, donc de la naissance des sports modernes jusqu'au moins l'entre-deux-guerres, eh bien les grandes institutions sportives, aujourd'hui on appelle ça des fédérations, mais on appelait ça des unions à la fin du 19e, début du 20e, l'Union du sport français, du sport athlétique, l'USFSA ou l'USGF, je ne reviens pas, ce n'est pas très important, mais dans leur statut, excluaient les femmes. C'est-à-dire que les sports modernes naissent dans une organisation d'hommes mettant en place des pratiques pour des hommes. Et donc la plupart des grandes unions, fin 19e, début 20e, excluent les femmes de ces institutions-là.
C'est seulement en 1936 que la Fédération française d'athlétisme, un petit clin d'œil, va autoriser des femmes à être licenciées, et ce que dans certaines pratiques, etc. Et là, on peut multiplier les chiffres. 1950, la Fédération française de cyclisme. 1900, combien la Fédération française de foot? 1970. 1989, la Fédération française de rugby. 1984, la Fédération française d'haltérophilie. 1997, la dernière à avoir levé cette interdiction, la Fédération française de boxe anglaise, qui a levé l'interdiction à l'égard des femmes. 1997, c'était il y a 20 ans. Rien que cette histoire-là, d'exclusion des femmes, explique déjà les inégalités de performance, d'écart, de statut, de reconnaissance qu'on a à l'égard de ces sportifs. Premier point, inégalité d'accès donc aux pratiques. Alors, vous pourriez me dire, mais ça y est, c'est fini, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on n'a plus d'inégalité d'accès aux fédérations et aux pratiques sportives. C'est vrai. Par contre, les hommes, eux, sont encore victimes de ces discriminations. On en dira un petit mot tout à l'heure sur 2 pratiques, donc je reste sur les institutions pour l'instant. C'est vrai, il n'y a plus de fédérations qui interdisent leur pratique aux femmes. Par contre, aujourd'hui, les inégalités d'accès matériel passent par d'autres aspects que simplement la licence. C'est pouvoir accéder à un créneau horaire d'entraînement. C'est pouvoir accéder à un équipement, un terrain de foot qui n'est pas occupé par les garçons et qui permet d'aller jouer avec ma section féminine. Donc en fait, il y a d'autres inégalités d'accès qui se reproduisent aujourd'hui, qui ne sont plus relatives à pouvoir être licenciées ou non, mais qui sont relatives à pouvoir accéder à des équipements, à des créneaux horaires, à des entraîneurs et entraîneuses qui permettent effectivement d'accompagner ma pratique si je suis sportive voulant faire du rugby, du foot ou du jiu-jitsu ou je ne sais pas quoi. Et là, il y a encore beaucoup de difficultés à l'encontre des femmes. Juste un petit chiffre, c'est l'enquête de Yves Reynaud qui montre que, par exemple, sur les équipements publics, vous savez, les équipements de ville, quoi, en fait, les skateparks, etc., ils sont utilisés à 85% par des garçons. Or, ils sont financés par les impôts auxquels contribuent autant les femmes que les hommes, au regard de la part des femmes et des hommes dans l'emploi, les professions. Donc là, il y a, voilà. C'est pas qu'elles n'ont pas le droit, c'est juste que c'est occupé en permanence par des garçons et que des processus de sexisme se mettent à l'œuvre pour les éloigner, en fait, pour les dévaloriser dès qu'elles viennent sur ces terrains-là. Donc voilà ce qui constitue aujourd'hui encore des inégalités d'accès aux pratiques. Deuxième grand domaine d'inégalité, c'est les inégalités d'accès aux compétitions, et notamment les plus prestigieuses d'entre elles. Je vais parler de la scène de l'arène olympique. Les sportifs ont dû sacrément se battre pour accéder à l'arène olympique. Il y a des pratiques comme le tennis, la natation, qui vont rentrer dans l'arène olympique dès le début du XXe siècle, parce qu'elles sont considérées comme acceptables pour des femmes. En fait, elles mettent en avant la féminité, la natation, le tennis, avec tous les codes bourgeois du début du XXe siècle, mettent en avant l'image d'une femme idéale, donc elles sont acceptées. Par contre, il y a d'autres pratiques, l'athlétisme, 1928, et ce seulement sur quelques épreuves, par exemple le 800 mètres, va être autorisé une première fois en 1928. Les sportives, excusez du peu, vont arriver un peu essoufflées à la fin du 800 mètres. 2 d'entre elles vont s'écrouler, enfin elles vont pas s'écrouler, elles vont se mettre à terre pour reprendre un peu leur souffle. Les journalistes vont vilipender ces sportives en disant « vous voyez bien, elles ne sont pas capables de courir un 800 mètres ». L'épreuve sera de nouveau interdite jusqu'en 1960. Donc on voit bien comment ce contrôle en fait, des agents, des hommes, des dirigeants va être très très fort sur les femmes. 1992, le judo. 2004, l'haltérophilie. Allons-y, 2014, le saut à ski. Et 2016, le rugby. Donc c'est tout récent. Et donc on voit bien que les femmes ont eu du mal à accéder à ces pratiques, à ces compétitions olympiques. Du coup, c'est aussi du mal à accéder à la visibilité qu'offrent les Jeux olympiques. Forcément, c'est quand même un élément discriminant extrêmement fort. En fait, c'est tout un environnement inamical auquel les sportifs ont dû faire face tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, un environnement inamical qu'il est intéressant de pouvoir décortiquer, analyser. Cet environnement inamical a des conséquences sur les performances sportives,
On l'illustrera tout à l'heure avec le propos d'Anne-Fleur Marxer, championne du monde de snowboard. Ça a des conséquences sur les performances. Ça a donc des conséquences aussi sur ces écarts-là, qui sont encore le reflet en fait, de ces inégalités. Deuxième point que je souhaite aborder, c'est qu'en fait, au-delà de ces discriminations, exclusions, inégalités qui sont matérielles, hein, je n'ai pas le droit de prendre ma licence, je n'ai pas le droit d'accéder à un terrain, on est sur du matériel, il y a aussi un certain nombre de violences qu'on appelle symboliques dans notre jargon de sociologue, qui renvoient en fait à des stigmatisations, à des formes d'humiliation, à des discours qui me renvoient à des représentations particulières. Alors je voudrais pointer, là aussi, dans l'histoire des sports, 3 types de discours qui ont pesé très lourd sur les épaules des sportives. Premier type de discours, il n'a pas tellement été évoqué dans le témoignage d'Angelina. Vous verrez que le deuxième, par contre, il est au cœur de son témoignage. Premier type de discours, c'est une assignation à la maternité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a autorisé les femmes à faire du sport ou on leur a interdit de faire du sport au nom, en fait, d'une seule chose, c'est leur capacité à se reproduire et à faire de beaux enfants. Si la pratique était jugée comme compatible avec leur fonction maternelle, elle était autorisée. Si la pratique était jugée comme incompatible avec leur fonction maternelle, elle était interdite. Donc, en fait, pendant très longtemps, la destinée des femmes s'est réduite à leur utérus et à leur fonction reproductive. Pour preuve, ces quelques discours, j'aurais pu multiplier à foison ce type de discours. Je vous épargne, j'en ai mis que quelques-uns, qui datent plutôt de la première moitié du XXe siècle, mais vous verrez qu'ils continuent à marquer les imaginaires. Allez, encore une petite anecdote. À titre personnel, j'étais escrimeuse quand j'étais petite. Donc, je suis escrimeuse dans les années 80. Ouais, je suis un petit peu âgée. Je suis née en 1972. Et ma maman a qu'une seule peur, en fait, en me voyant faire de l'escrime. Vous savez ce que c'est ? C'est que les coups du fleuret, parce que je n'ai le droit de pratiquer que le fleuret, hein, l'épée et le sabre est encore une pratique interdite aux femmes. Donc dans mon club, je ne fais que du fleuret. Et ma maman a peur que les marques, d'abord, abîment ma poitrine et abîment mon ventre aussi. Et donc, en fait, elle ne me le dit pas à ce moment-là. Elle ne l'a pas conscientisé. Mais derrière ces craintes pour mon ventre, c'est ces craintes de discours sur la reproduction et sur... Voilà. Les alpinistes, pendant très longtemps, ont considéré que si elles dépassaient 1500 mètres d'altitude, c'était la stérilité pour elles qui les attendait. Le vélo, pareil. Enfin, je vous en passe. Je pourrais encore une fois, mais là, il faudrait que je vous parle 2 heures pour... Voilà, tout à fait. Donc, vraiment, ce type de discours a été très, très fort. Je rappelle juste le propos du docteur Boisget en 1925. Les fonctions spéciales qu'une femme doit subir, alors déjà, on les subit, doit subir et remplir, en même temps il y a une obligation, sont incompatibles avec un travail musculaire intense. La femme, on voit bien cette sacralisation là, d'une espèce d'idéal derrière le singulier, la femme n'est point faite pour lutter, mais pour procréer. Alors celle-là, c'est un grand classique, on l'adore dans nos trucs, dans nos conférences. Voilà, donc en fait, c'est au regard de cette assignation à la maternité que les dirigeants sportifs, sous l'aval des médecins, vont soit autoriser, soit interdire certaines pratiques. Deuxième représentation et type de discours qui pèse très fort sur les épaules des sportifs, et encore aujourd'hui, c'est une nation à un devoir esthétique. Être belle, avant tout. Et être sexy, en plus. Derrière être belle, c'est aussi être attirante, c'est être sexuellement désirable. Ça sera mon 3e levier. Donc, une assignation à un devoir esthétique. Allez, cette formule du docteur Ben Sidoun en 1933. Est-il besoin d'insister sur l'importance pour la femme d'être belle ? Elle sait que sa beauté décide de son avenir. En fait, il ne faut pas oublier que dans le code napoléonien de 1804, les hommes doivent protection aux femmes qui leur doivent obéissance. Et donc, en fait, la destinée sociale des femmes par le mariage, c'est d'être suffisamment séduisante pour pouvoir se marier et donc, du coup, avoir une subsistance assurée par le contrat de mariage. Elle sait que sa beauté décide de son avenir, de son bonheur, plus qu'un autre facteur peut-être. En fait, tout tourne, du coup, autour de cette obligation à être belle pour pouvoir se marier, pour pouvoir enfanter, etc. Et du coup, pour pouvoir exister dans cette vie. Donc, on le voit bien, la femme au singulier, que je vais mettre entre guillemets dans ma bouche, doit incarner non seulement la mère, l'éducatrice et la génitrice, mais aussi l'objet de désir, en fait, du groupe des hommes. Troisième injonction, très forte dans les discours, alors, du coup, on voit bien que derrière cette injonction à la beauté, eh bien, il y a des choses incompatibles.
Et ce qui est incompatible dans le propos d'Ernest Loisel, c'est l'expression du muscle, qui du coup devient le symbole de la masculinité, le muscle. Donc la beauté féminine, c'est une beauté qui situe les femmes dans l'ordre social comme inférieures, c'est-à-dire c'est une beauté fragile. C'est pas une beauté musclée, c'est pas la beauté de Serena Williams, et là on fait des liens, qui justement incarne la puissance, qui incarne le muscle. Bien sûr, des femmes peuvent développer du muscle, on a des photos d'haltérophiles, voilà. Bien sûr, on peut développer du muscle, il ne s'agit pas de savoir si on peut en développer plus ou moins que les hommes, on peut en développer. Par contre, ce développement musculaire a toujours été, dans l'histoire du sport et des discours, sanctionné à l'égard des femmes, et vous l'évoquiez tout à l'heure, sur ces commentaires autour de la musculature, et cette façon, en fait, des sportifs de s'autocontrôler. Troisième assignation très forte, c'est cette assignation à gérer, en fait, leur pouvoir sexuel. Jusqu'aux années 70, les femmes ne devaient pas s'exposer, elles devaient être pudiques, elles ne devaient pas se montrer, elles ne devaient pas se dénuder, parce que, en fait, par ce dénudement, elles allaient provoquer le désir des hommes, et que, du coup, c'était leur faute si elles provoquaient le désir des hommes. Ça s'inverse au moment des années 70 avec le développement en fait, de la pornographie et d'une mise en scène publique du corps des femmes. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Les sportives, aujourd'hui, doivent se dénuder. Elles doivent porter des brassières et pas des t-shirts. Pourquoi ? Parce que la brassière met en forme, met en avant la poitrine et rend visibles les formes érotiques des femmes. Et là, on a vu plein de fédérations ces dernières années obliger le retour de la jupe, les handballeuses, des clubs professionnels, le club de Metz, qui il y a quelques années a voulu obliger les handballeuses à revenir à jouer avec la jupe. Alors que par ailleurs, le mouvement va plutôt dans le sens de la reconnaissance de l'émancipation de la tenue, etc. Les volleyeuses, je ne reviens pas, vous avez peut-être vu dernièrement là, un club italien, vous n'avez pas vu ça ? Un club italien qui a eu la bonne idée, entre guillemets, pardonnez-moi cette ironie, de mettre des ramasseuses de balles, donc match de foot, et toutes les ramasseuses de balles sont habillées par la marque qui par ailleurs possède le club, c'est Diesel, j'ai oublié le nom du club, Diesel, et donc les jeunes filles, toutes mineures, sont habillées avec des shorts, vous savez, extrêmement courts où on voit la moitié des fesses, donc toutes mineures, ce qui bien sûr a pour effet de développer du langage en fait, voilà, à la Candeloro, vous voyez quel type de langage, alors que ce sont des mineurs, en plus. Donc là, voilà. Donc cette assignation aujourd'hui à devoir être sexy, c'est-à-dire sportive, oui, mais à condition d'être belle et surtout plus d'être désirable. Alors, ces devoirs-là, ces trois devoirs entre guillemets, en tout cas qui ont pendant longtemps pesé sur l'épaule des sportives, agissent en fait comme le barycentre des politiques sportives. Et c'est à partir de ces représentations que les médecins, les dirigeants, les pédagogues vont juger, vont distribuer les pratiques sportives en direction des femmes. Du coup, au banc des accusés, eh bien, quel sport ? Toutes les pratiques en fait, qui vont contribuer au développement de la force. Hop, on ne veut pas voir. Toutes les pratiques qui contribuent au développement de la résistance, de l'adaptation, de la prise de décision des femmes, tous les sports en fait, qui permettent de sortir du mythe de la fragilité féminine vont être soit très longtemps interdits, soit très fortement stigmatisés à l'égard des femmes. Le prétexte, ça sera celui d'éviter les secousses, d'éviter les contacts, d'éviter les chocs, je l'évoquais tout à l'heure avec l'escrime, d'éviter les frottements, un peu notamment les frottements sur les organes génitaux qui pourraient provoquer une sorte de masturbation. C'est les discours qui ont été tenus à l'égard des cyclistes. Toute pratique en fait, qui mettrait soi-disant en danger l'organe utérin, mais aussi et surtout la grâce féminine. C'est donc au regard de ces représentations que la pratique du football, du rugby, de la lutte, de la boxe seront interdits sous le régime de Vichy et resteront pendant très longtemps, du coup, marginalisés, stigmatisés pour les femmes. Au banc des accusés aussi, la compétition, et notamment la compétition au plus haut niveau, la compétition qui implique le dépassement de soi, la recherche de performance, parce qu'on considérait que les femmes devaient faire du sport, mais modérément pour rester belles, et que la compétition était incompatible avec ça. C'est rougir, c'est transpirer, c'est développer potentiellement du muscle, et donc les critiques ont été très très fortes à l'égard de la compétition. Alors on va avancer un peu, il faut attendre en fait la fin du XXe siècle pour voir ces discriminations disparaître. Alors je vais passer sur celle-ci.
il faut attendre la fin du XXe siècle pour voir, en tout cas d'un point de vue légal, d'un point de vue formel, ces interdictions et ces discriminations d'accéder aux pratiques disparaître, au moment où la France ratifie en fait une convention de l'ONU en 1983 pour l'élimination des discriminations faites aux femmes. La France ratifie donc cette convention en 1983, ce qui implique de prendre toute mesure appropriée pour éliminer les discriminations pratiquées à l'encontre des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise. C'est donc 1 an plus tard qu'Edwige Avice, ministre des Sports, va commencer un vaste programme de sanctions, entre guillemets, je vais en dire un mot, à l'égard des fédérations qui continuaient à exclure ou à interdire des pratiques, d'où l'haltérophilie 1984, le rugby 1989, etc. Okay, c'est sous l'effet de politiques européennes et notamment de politiques onusiennes. Progressivement, donc, les fédérations mettent fin à ces discriminations, au moins en apparence, parce que d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, continuent à se développer et on va y revenir. Cette fin des discriminations là, officielles va quand même faire augmenter les taux de licenciés et eux de x5 dans les années 80-90. On va passer, et c'est le chiffre d'après, on va passer, regardez, de 22% de femmes qui déclaraient pratiquer des sports en 67 à 87% qui en déclarent en 2010. Donc, et ça, la plus forte progression, c'est les années 80-90. C'est ma génération. Pourcentage de licenciés, on était à 9% en 1967, on est à 37,5% en 2007. Donc ça avance, et ça avance notamment du fait de cette loi européenne. Pourcentage aux Jeux Olympiques aussi. Mais là, encore une fois, on est sur la face visible de l'iceberg parce qu'en fait, d'autres discriminations continuent à se développer. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Ce processus, en fait, est un processus lent de disparition des discriminations. Donc, il est engagé. Je crois qu'effectivement, il faut le mentionner. Il faut être positif par rapport à ça. Mais sans doute a-t-il besoin d'être un petit peu accompagné de nouvelles politiques, de nouvelles sanctions, de nouvelles, notamment, sanctions à l'égard de ce qu'on disait tout à l'heure. On continue à noter aujourd'hui quoi ? On continue à noter des épreuves différenciées dans certains sports. Allez, allons-y sur l'athlétisme. Dans les courses, par exemple, sur le sprint, on n'a pas les mêmes distances, hein, c'est ça, Angelina ? C'est surtout sur les longues distances. Sur les longues distances, tu peux nous les pointer ? Je sais pas dans l'ordre. Alors, le décathlon, déjà, c'est l'heptathlon pour les on n'a pas de décathlon pour les femmes, on a de l'heptathlon. Sur les courses de haies, on a des hauteurs de haies différentes. Et on a sur les courses de longue distance, effectivement, des distances qui sont adaptées. Et pourtant, ça mériterait en fait d'être réexaminé. Aujourd'hui, il y a des athlètes très grandes, des femmes athlètes très grandes, qui pourraient sans doute courir sur des un petit peu plus hautes. Et inversement, on a des athlètes hommes qui sont... Voilà, qui sont sans doute désavantagés de courir sur des... Et derrière, en fait, cette hauteur de haie, c'est une question aussi de puissance, c'est une question de musculature et de technique. Et là, ça mériterait que la Fédération française d'athlétisme réouvre le débat sur, au final, qu'est-ce qui fait encore problème pour les femmes ou qu'est-ce qui ferait problème pour les femmes d'accéder à du décathlon. Aujourd'hui, franchement, pas grand-chose n'interdit la pratique du décathlon. Oui. Et je voulais y venir. J'ai tendu une perche tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a encore un maintien, effectivement, de différenciation dans les pratiques. On évoquait là celles qui sont toujours en défaveur des femmes. Il y en a aussi 2 qui sont en défaveur des hommes à l'heure d'aujourd'hui. C'est, vous l'avez dit, la natation synchronisée et la gymnastique rythmique, tout à fait. Où là, on a aussi acte de sexisme, acte de discrimination, mais cette fois-ci à l'encontre des hommes. Sur le saut à ski, on a aujourd'hui des femmes qui font du saut à ski, y compris aux Jeux Olympiques, mais elles n'ont pas le droit en compétition de sauter sur un tremplin de 100 mètres. À l'entraînement, oui, mais pas en compète. Pourquoi ? Le tremplin de 100 mètres, c'est celui qui permet d'aller plus loin. Est-ce que le CIO verrait d'un mauvais œil le jour où une femme arriverait plus loin qu'un homme et que ce serait peut-être pour ça qu'on continue à maintenir les femmes sur un tremplin plus petit ? Je ne sais pas. En tout cas, je m'interroge sur la justification, autre que politique, du maintien de ces discriminations.
Mais au-delà en fait de ces choses-là, il y a aussi tout un héritage qui continue à être fort, c'est celui des représentations qu'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup de sportives, et dès le plus jeune âge, en fait, s'auto-interdisent d'aller dans certains sports parce qu'elles ont intériorisé le poids des assignations esthétiques, le poids des assignations maternelles, le poids des assignations érotiques. Et en fait, tout ce qu'on appelle dans notre langage universitaire les normes de genre, c'est-à-dire toutes ces normes qui construisent la bicatégorisation et la hiérarchisation entre les sexes. Et enfin, là où il y a encore aujourd'hui d'énormes inégalités, c'est dans l'accès aux équipements, je l'ai déjà dit, j'y reviens pas, mais aussi dans l'accès aux fonctions prestigieuses. On l'évoquait en fait tout à l'heure avec le statut des entraîneuses. Aujourd'hui, il y a, alors on va aller sur quelques chiffres, directeurs techniques nationaux. On a, en 2016, on avait 67 directeurs techniques nationaux, on a 9 femmes. On a conseillers techniques régionaux, on a 1192 conseillers techniques régionaux, on a 231 femmes. Donc là, on est sur des fonctions d'encadrement. Conseillers techniques régionaux, on est sur des fonctions d'encadrement. DTN, on est sur des fonctions prestigieuses, pas que d'encadrement, mais de management. Donc c'est le plafond de verre, en fait, des processus qu'on connaît très bien dans le monde du travail. Le monde du sport n'y échappe pas. Et Madame l'a très bien fait remarquer. Les femmes peuvent accéder à des fonctions d'entraînement, mais dans ce cas-là, à condition que ce soit en bas de l'échelle, c'est-à-dire c'est les enfants, c'est les petits dont elles s'occupent. Les monitrices de ski, par exemple, c'est flagrant. Les monitrices de ski, elles s'occupent des jardins d'enfants et des tout-petits. Et après, plus on monte en niveau, en compète, etc. Et là, ça devient très compliqué de voir des femmes. Ben non, il n'y en a pas beaucoup, non. On est à 1% en fait de la profession du côté des guides de haute montagne. 1%, voilà. Donc ça fait quelques dizaines de femmes, vu qu'il y a plusieurs milliers de guides, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et ce qui a été un obstacle pour elles, c'est toutes ces assignations-là que j'ai nommées tout à l'heure. Mais que vont devenir les enfants, mais elles prennent des risques, mais c'est pas beau, et puis elles sont pas capables. Alors qu'aujourd'hui, en alpinisme, on sait que ce qui permet de sauver quelqu'un, c'est pas sa force, c'est les techniques de manipulation de corde en fait, qu'on va utiliser. J'avance. Oui. 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 Et effectivement, ils mettent des femmes chez les petits, et que ce soit des hommes ou des femmes, parce que la fille joue le rôle de la maman. Voilà. Ce sont des enfants qui partent pour la première fois, qui pleurent, donc ils prennent une femme volontairement pour qu'elle joue ce rôle-là. Voilà. Donc là, vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle les principes, les processus de la division sexuée. Et effectivement, mon propos s'appuie sur des analyses que vous venez illustrer. Mais on pourrait, si on était sur l'échelle seulement individuelle, on pourrait aussi trouver des contre-exemples. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les travaux sociologiques qui embrassent une population relativement importante. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des représentations par rapport à la maternité ? Angelina, un petit témoignage. Est-ce que tu as été effectivement toi-même concernée par des propos autour de la maternité, ou est-ce que tu as été témoin de propos d'injonction à la maternité? Il faut devenir une maman, à quel âge tu vas l'être, etc. Moi, pas personnellement, mais je sais très bien que dans le monde du sport, dès qu'une femme commence à se poser des questions et veut fonder une famille, les sponsors ont tendance à reculer un petit peu en se disant ça veut dire qu'elle va être moins performante, alors que j'ai en tête Mélina Robert-Michon, par exemple, qui souhaitait prendre une pause pour faire son deuxième enfant. Et c'est vrai que tout le monde a tendance à se questionner, est-ce qu'elle reviendra à son niveau? Et ils ne peuvent pas concevoir qu'on veuille construire sa famille et être athlète de haut niveau par ailleurs, quoi. En fait, ce que le monde sportif n'arrive pas à envisager, c'est... La femme ne peut pas avoir deux rôles. C'est ça. C'est comme si, en fait, on ne pouvait pas accompagner cette athlète à devenir mère, et tout en restant sportif de haut niveau. C'est-à-dire que ce qui n'est pas envisagé, c'est toutes les conditions matérielles d'accompagnement. Comment va se faire, en fait, la division domestique des tâches? Est-ce qu'on va mettre en place une garderie ou une aide particulière? Il y a bien sûr moyen d'accompagner les sportifs, tout comme les sportifs. Et c'est là qu'il faut faire la comparaison avec les hommes. Il me semble que les sportifs, les athlètes, ils peuvent être papas, non? Et continuer à être sportifs de haut niveau. Voilà, c'est ça. Alors après, certes, il y a la grossesse qui relève effectivement aujourd'hui du corps des femmes,
Mais cette grossesse, c'est un temps particulier qui, souvent dans le milieu sportif, ne s'arrête pas aux 9 mois de gestation ou aux 2 mois encore de post-maternité, post-accouchement, mais qui s'étale bien plus avec une suspicion constante, sans remettre en cause les conditions matérielles d'un retour à la haute performance pour ces athlètes. Mais je pense qu'une fois de plus, c'est aussi l'image de la mère qui est mise en cause, dans le sens où les personnes vont tendance à se dire, ok, si elle va s'entraîner pour être au même niveau qu'avant, ça veut dire que c'est pas une bonne mère au final, Voilà. puisqu'elle ne s'occupe pas de son enfant. Alors qu'il y a toute une organisation qui peut être faite à ce sujet-là. C'est comme les femmes qui retournent au travail. C'est le même principe au final. C'est comme les femmes qui font de la politique, et vous vous rappelez cette remarque, mais que vont devenir les enfants, quoi. En fait, c'était au moment de la candidature de Ségolène Royal, hein, je crois. Voilà, qui lui a dit, mais tes enfants. Bon, et donc là, en fait, dans le monde sportif, on a encore effectivement ce type de représentation, moins forte quand même, en tant qu'historienne, moins forte que ce qu'elles étaient au début du siècle. Par contre, le deuxième type de discours sur les assignations à un devoir d'esthétique, elle, à mon avis, reste tout aussi forte, voire encore plus forte qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement être belle, entre guillemets, hein, c'est être puissante d'un point de vue érotique, c'est être désirable. Et on a vu se développer des calendriers érotiques, on a vu se développer des régressions sévères sur la question de la tenue sportive ces derniers temps, qui doivent vraiment nous questionner sur effectivement ces manifestations du sexisme qui passent par cette injonction à l'esthétique. Angelina l'a très bien dit tout à l'heure sur, au final, bientôt, ce qui va compter plus chez les sportifs, c'est ce qu'elles donnent à voir plus que leur performance. Oui, non, il faut le rappeler. Ce qui est important, c'est la production de performance et tout le travail qu'il y a derrière. Et j'aimerais également signaler qu'il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est par exemple les marques qui utilisent, les marques de sportwear pour avoir les tenues, qui utilisent des mannequins plutôt que des athlètes, tout simplement des athlètes qui font du sport. Et ça cache un petit peu, on essaye de repousser, je pense, de cette manière les femmes sportives en se disant elles ont trop de muscles, c'est pas esthétique, c'est pas féminin à montrer. Donc les marques vont avoir tendance à utiliser des mannequins plutôt que la réalité des femmes dans leur quotidien, dans leur pratique. Et c'est quelque chose qui m'a, moi, toujours marqué. Enfin, je t'ai toujours remarqué, quoi. Alors, Par ailleurs, vous allez dans les magasins de sport, les rayons hommes sont beaucoup plus fournis que les rayons femmes en termes de tenue sportive. Hein. alors Oui. et du coup, il y a certains magasins qui aujourd'hui ont bien compris qu'il y avait du business aussi à développer et qui s'emparent en fait de la question de la tenue vestimentaire des sportives, mais en réinjectant tout un ensemble de stéréotypes qui sont ceux que je viens d'évoquer, sur les couleurs, sur les Exactement. lignes, sur le cintrage, sur le fait que les tenues doivent permettre quand même une mise en forme des formes. Et donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement ambigu, parce qu'à la fois, on peut se féliciter que les industriels du sport s'emparent de ce créneau, Mais parce c'est pour que, se mettre en voilà. valeur eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils le font en reproduisant tout un ensemble de stéréotypes et d'assignations en fait très lourdes à l'égard des femmes. Illustrons un petit peu aussi dans la continuité de ce que tu as dit avec le témoignage de Anne-Flore Marxer, donc en décembre 2017, il y a une grosse année maintenant. Anne-Flore Marxer est championne du monde de snowboard en 2011. Et donc en 2017, elle posait à la méthode des Femmes, hein, comme vous le voyez là, dans un magazine qui s'appelle 9/10, où en fait elle dénonçait par cette mise en scène la sexualisation des sportifs qui est faite, qui réduit en fait, avec un discours médiatique, qui réduit souvent les sportives à ce corps sexy. Hein, c'est plus leur utérus comme au début du siècle, mais ça reste ce corps sexy. Et elle nous disait... Ras-le-bol de quoi? Ras-le-bol de réduire, c'est exactement ce que tu évoquais tout à l'heure, ras-le-bol de réduire d'immenses championnes de skate, de VTT, de surf, de ski freeride, de snowboard, d'athlétisme, à un vulgaire catalogue de femmes en bikini. Au lieu de quoi? Qu'est-ce qu'on attendrait? On attendrait de pouvoir promouvoir le sport féminin, donner de beaux exemples de courage, de force, montrer des images à couper le souffle. Les sports d'action, ça va vite, ça fait mal, et on en meurt même parfois, tant les risques sont importants. On se bat et on repousse les limites de nos sports, peu importe les obstacles, peu importe les fractures. On galère tous les jours pour se voir sans cesse rabaisser, dénigrer. On est donc là sur des comportements sexistes à chaque fois, effectivement, qu'on rabaisse les femmes à ce corps sexy, en évacuant
la prise de risque, le danger, l'effort, vraiment tout ce que tu évoquais. Et du coup, elle pose cette question, que voyez-vous quand vous êtes en face d'une femme? Voyez-vous ce qu'elle a accompli, ce qu'elle représente, ce pourquoi elle se bat, ou sommes-nous toutes réduites à une paire de seins? Donc bien sûr, c'était un espèce de coup de gueule, hein, en quelque sorte, qu'Anne-Flore Marxer évoquait, et qui a été relayé, mais pas tant que ça. Finalement, quand on tape Anne-Flore Marxer sur Google, on continue à voir toutes les mises en scène érotiques ou sexy de cette athlète, auquel elle a elle-même participé. Elle le dit dans l'interview. Elle dit, au départ, moi, pour trouver des sponsors, eh ben, j'avais pas le choix. On me demandait de faire ça. Et du coup, vu qu'il fallait que j'existe et que j'avais sans doute pas pris conscience encore de tout ça, que j'étais pas assez forte pour être rebelle, eh ben, je l'ai fait. Et au final, elle est aujourd'hui blessée par aussi, d'abord, ce qu'on lui a fait subir, et par le fait d'une forme de culpabilité à avoir participé à ça, parce qu'aujourd'hui, la toile est blindée de ces images érotiques ou autres auxquelles elle a participé. Ce qu'elle met aussi en avant dans son interview, c'est que finalement, elle dénonce encore des inégalités d'accès. Alors elle dit que, par exemple, l'épreuve de slope slide est très récente dans la grande famille du snowboard, mais surtout les inégalités de traitement. Quand elle fait le World Tour Freeride en 2011, pour lequel elle va être championne, la première des femmes va toucher une prime de $1 000. Le premier des hommes va toucher une prime de $8 000. Le dernier des hommes va toucher $1 200. C'est-à-dire qu'elle a touché moins en tant que première que le dernier des hommes. Et plus que ça, elle va expliquer qu'au final, c'est même pas une question de différence de performance, c'est la même descente qu'ils ont fait en freeride. C'est la même descente. Et donc, comme elle dit, c'est la même prise de risque. La vie, la fracture, c'est la même. Et non seulement elle gagne moins, mais en plus, elle passe en deuxième sur cette course-là, c'est-à-dire qu'on fait d'abord concourir les hommes dans la poudre, et ensuite, quand les cailloux sont bien apparents et que la trace est bien faite, elle dit dans l'interview, je rêvais de cette trace, quoi. Je rêvais de la faire moi. Et au final, elle ne la fait pas elle, et elle doit gérer pour $1 000 les cailloux et une prise de risque qui n'est pas de même nature. Donc son article, c'est un pavé dans la mare. On se dit, mais comment ça se fait qu'on en soit encore là? Et elle rappelle en disant qu'au moment où il y a le podium des femmes, au moment où il y a la course des femmes, pour combler le tout, il y a le podium des hommes en même temps. Et du coup, les médias partent sur le podium et il n'y a aucune image produite autour de cette course-là. Donc, j'en ai même encore des frissons, en vous le racontant. C'est, je trouve, comme le tien tout à l'heure, voilà, c'est ça aujourd'hui, le maintien, effectivement, de ce sexisme. Alors, comment faire pour conclure? Tout à l'heure, Angelina disait on est obligé de donner 2 fois plus, quoi. Pour arriver à être médiatisé, c'est 14% aujourd'hui. Le CSA a sorti une enquête. Les sportifs sont médiatisés dans tous les magazines sportifs à hauteur de 15%, 14-15%. C'était 7% il y a 5 ans. Donc, OK, on progresse, mais à cette vitesse-là, voilà. Tout à fait. Et ouais. Qui était obligé de poser nu, de poser en maillot pour pouvoir avoir des subventions, et qui a arrêté sa carrière parce que elle a quand même son enfant, mais elle avait arrêté sa carrière, ça lui correspondait plus. Tout à fait. Et moi, j'ai vraiment pris conscience, j'ai trouvé que l'exemple de Anne-Flore Marxer était très clair, parce qu'en fait, elle montre bien comment, au final, ces inégalités de reconnaissance médiatique, là, sauf à se mettre en scène d'un point de vue sexy, ont un impact sur les inégalités de traitement, c'est-à-dire parce que les médias ne les valorisent pas, eh bien, on considère que c'est normal qu'elles touchent moins. Ben non, le jour où vous passerez à la télé, vous aurez de l'argent. Hein. Voilà. Et du coup, elle explique bien que vu qu'elles ont moins d'argent, eh ben, il y en a plein d'entre elles qui ne peuvent pas aller sur les compétitions parce qu'elles sont obligées de prendre sur leur propre argent et elles ne peuvent pas se permettre. Elles sont infirmières, elles bossent déjà pour pas grand-chose. Et donc, du coup, elles sortent du circuit, elles s'entraînent moins. Donc, forcément, elles sont moins performantes, etc. etc. Donc, au discours qui aujourd'hui, peut-être dans votre entourage ou autres, disent « mais elles ont qu'à plus performer, elles seront plus médiatisées ». Non, il faut inverser le truc. Il faut qu'elles soient plus médiatisées et reconnues dans ce qu'elles font parce qu'elles performent déjà. Elles auront plus de moyens, elles pourront plus s'entraîner et elles performeront encore plus.
Alors, comment faire? Quelques pistes, quelques leviers de changement. J'en vois au moins 3. Bien sûr, il y en aurait plein et vous allez voir que dans ces 3 grands mots que je vais évoquer, il y a plein de pistes. D'abord, je pense qu'il est nécessaire de rendre visible l'invisible. Et là, je reprends une formule de Michel Perrault, grande historienne des femmes, qui dit aujourd'hui, les femmes, dans l'histoire de France, mais de façon générale, sont les anonymes de l'histoire. Il faut casser ces processus d'invisibilisation, il faut rendre visible l'invisible, et du coup, il faut pouvoir faire des diagnostics, en fait. Il y a une convention qui a été re-signée en 2013, une convention interministérielle qui invite dans le système éducatif à mettre en place des statistiques sexuées. Il y a la loi de 2014 qui invite les entreprises à produire des bilans sociaux avec des statistiques sexuées. Il faut absolument que dans le monde sportif, on produise de la statistique sexuée, mais pas seulement sur les taux de licence, c'est bon, on a ça. Il faut aller plus loin. Il faut produire de la statistique sexuée sur la répartition des postes, sur les missions données aux hommes et aux femmes, sur les salaires, sur les avancements, sur les primes. Il faut produire de la statistique sexuée sur les conditions d'entraînement, sur l'accès aux équipements sportifs, sur les créneaux horaires. Il faut s'engager dans un vrai bilan, en fait, qui permette de voir les inégalités. J'ai entendu hier parler une collègue d'un audit qui est en train de se développer à l'ESPE, c'est l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Il y a un audit sur les questions d'égalité en ce moment. Et il y avait une des secrétaires, personnel de direction, qui disait oh, mais nous, à l'ESPE, on n'a pas de problème, on a 73% de femmes. Pas de problème. Ah oui, à part que ces 73% de femmes, ils occupent quel poste? Les fonctions, les BIAT, ce qu'on appelle les BIATOS, c'est-à-dire les personnels administratifs, secrétariat, etc., majoritairement des femmes. Quand on regarde par contre les plus hautes fonctions dirigeantes, que des hommes. Donc ok, il n'y a qu'un petit pourcentage d'hommes, mais alors aux plus hautes fonctions. Donc en fait, on voit bien que ce chiffre de 73%, comme 87%, voilà, ça ne dit pas tout, il faut pouvoir regarder. Donc il faut absolument qu'on s'engage dans nos mouvements sportifs, vos clubs. Je ne sais pas trop d'où vous êtes, ce serait intéressant de savoir de qui vous êtes. Qu'on s'engage sur cette production de... On a du mal, nous, à l'École d'égalité, on a voulu avoir répertorié toutes les manifestations sportives lyonnaises, running Lyon, compagnie, bon, courir pour elle, on sait, mais je n'ai pas pu avoir de ça. Vous n'avez pas pu avoir les chiffres? Sexué, non. J'ai pu avoir le nombre de participants en général, sur 3-4 ans, mais on n'arrivait pas à avoir... Et vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à les avoir? Parce qu'ils ne sont pas produits. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas vous les donner, c'est ça n'est pas fait. C'est pour ça que je dis... J'ai arrêté parce que ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, il faut absolument, dans les structures dans lesquelles on est, où vous êtes proche, il faut demander à ce qu'on compte, on fasse un petit travail, alors bénévole ou avec des étudiants, j'en parlerai après, autour de cette production de statistiques sexuées. Deuxième point, il faut former. Il faut former parce qu'en fait, l'égalité, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. C'est pas seulement un objectif politique, c'est aussi des stratégies, c'est des mises en œuvre très concrètes. Et ça ne s'improvise pas de comprendre comment fonctionnent les inégalités, quels sont les processus à l'œuvre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence aujourd'hui, mais il faut casser ça. Il y a 40 ans, ça fait plus de 40 ans qu'il y a des études qui s'appellent les études de genre qui travaillent sur la mise à jour de ces rapports sociaux. Aujourd'hui, c'est un champ disciplinaire et universitaire qui reste sous-investi pour vraiment avancer sur ces questions d'égalité. Au final, tout le monde parle d'égalité, mais avec des conceptions et des définitions complètement différentes. On n'a qu'à prendre à l'échelle politique, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, en passant par le milieu, la gauche, la droite, tout le monde parle aujourd'hui d'égalité. Par contre, on est bien d'accord que les stratégies dites d'égalité ne sont pas du tout les mêmes. Donc on voit bien que c'est un mot valise, égalité. Et il faut casser ça, il faut se former très précisément sur les conceptions et les stratégies. Au sein même des mouvements féministes, il y a des stratégies pour atteindre l'égalité qui sont différentes. Par exemple, est-ce qu'il faut, pour construire de l'égalité dans le monde sportif, est-ce qu'il faut répondre aux grandes orientations statistiques qu'on voit, c'est-à-dire plutôt des femmes hors institution, investies vers le fitness, l'entretien, la santé? Non, des coachs, il faut des coachs. Je ne sais pas, moi, les statistiques nous montrent que les femmes sont majoritairement investies hors compétition, etc. Donc il y en a qui disent que du coup, faire de l'égalité, c'est répondre à cette orientation-là. Donc c'est faire de l'entretien, du fitness. Mais du coup, quid de la reproduction des stéréotypes et des assignations dont j'ai fait part tout à l'heure? On voit à l'école, c'est sur
le sport à l'école, c'est dramatique. C'est dramatique, la CP5, l'arrivée de ce qu'on appelle les ASDEP, des pratiques d'entretien et un renoncement complet à l'école, alors que sur les années 80-90, ma génération, ça avait été une des grandes avancées, c'était permettre l'accès à la compétition grâce à l'école. Il y a beaucoup de sportifs de mon âge qui ont découvert la compète par l'UNSS, puis de l'UNSS au club, et aujourd'hui, avec une place de plus en plus forte aux pratiques d'entretien, il y a peut-être une forme de renoncement à l'égard de la compétition. Ou au contraire, est-ce qu'il faut autre stratégie pour arriver à l'égalité, ou au contraire, est-ce qu'il faut combattre les inégalités d'accès, de traitement, de reconnaissance que j'ai nommées tout à l'heure. Et donc, pour pouvoir les combattre, il faut pouvoir les identifier et s'engager. Donc, vous voyez, je crois que vraiment, il y a un gros enjeu à travailler aujourd'hui sérieusement, ces questions d'égalité. Moi, je vais des fois à des conférences où, au final, mixité, égalité, parité, tout se mélange. On parle de différence entre les sexes. Quand moi, je parle d'inégalité, différence, ça renvoie à ce qui nous fait tous différents. Nos cheveux, notre taille de pied, nos oreilles, tout, quoi. On est tous différents. Par contre, c'est pas ce qui pose problème aujourd'hui à l'égalité, c'est pas nos différences. C'est pas qu'il y ait blanc et non blanc à cette table. Ce qui pose problème, c'est qu'on n'ait pas les mêmes droits, qu'on n'ait pas les mêmes reconnaissances, qu'on n'ait pas les mêmes traitements au nom de cette différence. Donc, effectivement, il faut faire attention là à y voir clair en fait sur la définition de ces termes. Et donc là, en matière de formation, force est de constater qu'on est à l'âge du néolithique. Depuis 2013, on a une convention qui rend obligatoire des modules égalité dans la formation des enseignants. 2013. Ça fait 5 ans. Dans la formation des enseignants, il y a encore 50% des écoles, ESPE, qui ne proposent toujours pas de module égalité. Mais moi, je m'interroge sur le milieu sportif. Quid pour devenir entraîneur ou entraîneuse? Quid pour devenir dirigeant d'une structure? Quid pour devenir DTN d'une formation à l'égalité? Ben, je vous donne la réponse. Ni en STAPS, ni dans les formations jeunesse et sport aujourd'hui, il y a ne serait-ce qu'une sensibilisation à ces questions-là. Donc, il y a un enjeu majeur pour avancer, à former les cadres, et pas que les enseignants, à former les cadres autour de ces questions-là. Il faut les former à travailler sur les processus d'invisibilisation médiatique, le langage. Il faut pouvoir nommer. Tout à l'heure, j'ai réagi en disant entraîneur, entraîneuse. Ça pose pas de problème, ce vocabulaire-là, pour des enfants qui n'ont pas construit la connotation érotique et en fait négative du mot entraîneuse. Un enfant de 10 ans, il va dire bah, moi je rentre du basket, mon entraîneuse, on a fait ça. Vous voyez, il n'a pas construit encore une autre. Donc à nous d'utiliser ce terme en construisant un autre sens que celui d'un renvoi en fait à la prostitution et à l'usage de la sexualité. Donc le langage est extrêmement important. Et la question de la parité dans les instances dirigeantes et dans l'encadrement, il faut travailler absolument sur ça. Il faut travailler à rompre avec les logiques d'infantilisation. Aujourd'hui, dans le mouvement sportif, les journalistes, par exemple, nomment très souvent les sportifs par leur prénom, quand ils nomment les sportifs par leur nom. Les footballeuses de l'OL, c'est les filles de Aulas. Dans beaucoup d'articles sportifs, c'est les filles de Aulas. Donc là, on est sur des processus d'infantilisation. Oui, c'est la femme d'eux ou la fille. C'est ça, c'est la femme d'eux ou la fille d'eux. Et puis, dernier processus sur lequel il faut travailler, on en a longuement parlé, c'est les processus d'érotisation qui passent là aussi par les médias, par le langage, mais aussi par le langage. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup dans le monde sportif, c'est cet usage pour parler des femmes sportives, des féminines. On dit très souvent les féminines quand on parle des filles. Alors, Coupe du Monde féminine, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, mais ça pourrait être ambigu aussi. C'est-à-dire que c'est le qualificatif de Coupe du Monde. Mais quand on dit les féminines, on a fait d'un qualificatif féminine un nom. Or, féminine, ça veut dire quelque chose de précis. Féminine, ça renvoie à la féminité. Quand on dit que quelqu'un est féminine ou ne l'est pas, on ne parle pas normalement de sa catégorie de sexe. On parle de sa féminité. Qu'est-ce que ça signifie du coup quand on dit, à la place de dire les femmes, les filles, et voilà, quand on utilise ce vocabulaire, on renvoie encore une fois les femmes à ce processus historique que je vous ai démontré, c'est-à-dire cette injonction à la féminité, à être belle avant tout. Donc il faut faire très attention, à mon sens, à ces
propos. Et enfin, dernier levier, il faut contraindre. Il faut contraindre. Il faut que ça passe par la loi. Il faut que ça passe par des sanctions. Il faut que ça passe par des obligations à. J'ai évoqué tout à l'heure le texte de l'ONU qui a obligé la France, en fait, petit à petit à rompre avec ces méthodes discriminantes. C'est vrai, c'est bien, à part qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de sanctions. C'est-à-dire que si une fédération continue par différents procédés à ne pas donner accès aux pratiques, etc., il n'y aura pas de sanctions. Voilà. Donc la contrainte est très faible. Prenons le cas des plans de féminisation. Vous savez que depuis 2013, les fédérations sont tenues de développer un plan dit de féminisation. Alors rien que le titre, on pourrait en parler un quart d'heure. Mais un plan, on va dire, de promotion des femmes. Ok, très bien. 86 fédérations sur les 115 déclarent faire quelque chose. À part qu'on ne leur demande pas de justifier de leurs moyens. Au final, c'est quoi les moyens qu'ils investissent? On ne leur demande pas. On ne leur demande pas d'obligation de résultat. C'est quoi les progrès que vous faites? On ne leur demande pas. Et s'il n'y a ni moyens ni progrès, on ne les sanctionne pas. Donc en fait, il suffit aujourd'hui de faire un recto verso, plan de féminisation, de l'envoyer au ministère pour toucher des subventions. Il faut contraindre absolument davantage. J'en ai déjà beaucoup trop dit, j'ai dépassé mon temps, j'arrête là, merci bien. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un point concernant les sanctions. Je ne sais pas si les sanctions elles-mêmes suffiraient, puisque dans le domaine, par exemple, du handisport, on sait que les entreprises doivent avoir 6% de personnes en situation de handicap. Et ils préfèrent voilà, donc je me dis, est-ce que les sanctions, ce sera assez important ou pas? Non, mais c'est peut-être qu'elles ne sont pas assez dissuasives, en fait. Non. La question de la sanction, c'est comme, je veux dire, c'est une question d'éducation. Si on dit à un enfant, attention, tu n'auras pas ta sucette, il va s'en priver de sa sucette, quoi. Je veux dire, c'est pas fondamental pour lui de ne pas avoir son bonbon, vous voyez, s'il ne fait pas quelque chose. Par contre, si on arrive à toucher à ce qui est important pour lui, par exemple, moi, à mon fils, quand je lui dis, attention, tu ne vas pas pouvoir jouer à Fortnite, ça vous parle, en tout cas, ça parle à certains d'entre vous. C'est un jeu vidéo qui rend les gamins très addicts en ce moment, contre lequel je me bats. Et donc, là, j'ai trouvé. C'est-à-dire, je sais, cette sanction-là, c'est bon, hein, il fait ses devoirs, nickel, en une demi-heure, c'est plié. Il sait que derrière... Donc, je crois... Ouais, c'est vrai. Mais malheureusement... Mais en tout cas, ce que je veux dire par cet exemple peut-être un peu trop anecdotique, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions qui touchent les structures. À vous. Exemple, à la ville de Lyon, on a les animations divertissement. Il y en a plusieurs qui sont à la direction des sports. Voilà. Et c'est vrai que le divertissement, c'est pour les 6-16 ans. Et on a énormément de mal à mobiliser les filles. Alors, surtout au début, maintenant, on commence à avoir à peu près une égalité. Mais bon, il y a quand même plus de garçons que de filles. Et en faisant, entre guillemets, rentrer des activités, comment on va dire, dites féminines. Voilà. On va le dire, mais on va le dire comme ça, voilà, maintenant. Dites féminine. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les stéréotypes pour pouvoir faire venir des femmes. Et ma fille, qui est allée souvent à Divertissport, elle était choquée par ça. Mais pourquoi il y a autant de garçons, on est si peu de filles, quoi? Alors qu'on fait des activités qui sont super. C'est pas que du sport de haut niveau, hein, au contraire. C'est plutôt le goût c'est du lien social, et Divertissport, c'est surtout ça. C'est aussi faire rencontrer des jeunes et qui s'occupent autrement que par le cornet avec. Voilà, c'est ça. Parce que les parents estiment que les filles n'ont pas. Ça fatigue une fille de faire. Alors, on est tous et toutes acteurs et actrices. La question, c'est de savoir qu'est-ce que chacun, à son échelle, on peut faire sans forcément attendre que toute la macrostructure sociétale bouge à notre rythme. Je vois par exemple, je vais prendre l'exemple de la Fédération française de foot, qui, il y a 10 ans, quand ils ont commencé à se préoccuper donc, de la faible représentation des jeunes filles, ont commencé par mettre en place une action qui s'appelait le foot des princesses. Je ne sais pas si vous avez eu souvenir de ça. Vous savez ce que c'était, non? Donc c'était une grande opération de communication qui visait à faire voir aux jeunes filles qu'elles pouvaient être de parfaites, entre guillemets, jeunes filles, tout en pratiquant du foot. Donc du coup, ils ont joué sur tous les stéréotypes, tous les codes qui permettaient de dire, regardez, vous allez être de parfaites petites filles, le rose à n'en plus finir, le nom,
le foot des princesses, et une opération de communication hyper centrée autour de l'esthétique, de la féminité, etc. Ça a eu un effet. Ça a eu un effet, même double, ça en a eu plusieurs. Ça a effectivement fait venir des jeunes filles. Donc quantitativement, ça a séduit un certain nombre de jeunes filles. Deuxième effet, ça a fait dresser les poils et les cheveux et tout à beaucoup de personnes qui s'opposent à cette reproduction des stéréotypes, et donc ils ont reçu des campagnes d'opposition, voire même des dénonciations de sexisme, en fait, à travers cette façon, encore une fois, de dénigrer les féminités, qui les ont fait réfléchir. Et du coup, ils ont recadré petit à petit. C'est-à-dire que de cette première opération plutôt conforme au système de genre, ils ont appris et ils ont commencé à travailler sur d'autres actions. Les budgets des pôles espoirs. Réinvestir de l'argent auprès des jeunes filles qui aujourd'hui sont engagées dans une logique de performance. La médiatisation des footballeuses au plus haut niveau. Ils ont supprimé, petit à petit, ils ont supprimé cet événement du foot des princesses pour continuer à travailler sur le foot avec l'UNSS, mais plus avec ces codes-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que essayons, nous aussi, peut-être de ne pas être trop binaires. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème qu'il y ait des structures de ville, etc., qui jouent sur le fitness, sur la danse ou sur la Zumba pour faire venir aux pratiques sportives des femmes qui aujourd'hui sont sédentaires et ne viendraient pas. On propose des activités non mixtes. Tout à fait. Parce que sinon, les filles... Ça peut être, mais pour moi, ce sont des moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le moyen et la fin. Il peut y avoir des moyens extrêmement diversifiés, dont certains qui viennent effectivement jouer sur cet aspect-là, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a des femmes qui ne viendront jamais faire du foot ou de la boxe, mais qui ont envie de faire de la danse et du fitness, et qui doivent pouvoir, mais pourquoi pas? Il n'y a vraiment aucun jugement de valeur. Par contre, il faut absolument que dans le même temps, on travaille aussi sur les moyens qu'on donne à d'autres femmes de pouvoir réaliser leur ambition dans d'autres pratiques sportives. Et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un peu focus sur les pratiques de santé, sur les pratiques dites conformes, et on continue à invisibiliser et à oublier en fait les inégalités qui continuent à demeurer dans l'accès au rugby, dès l'école primaire, au foot, à la boxe, et là je nomme que les plus évidentes, mais aux pratiques de montagne, au VTT, au tir à la carabine, on pourrait en nommer plein. Donc en fait, il faut faire attention de ne pas basculer dans une extrême ou l'autre, et il faut avoir conscience des stratégies qu'on développe. Est-ce qu'elles sont transitoires ou est-ce que c'est une fin en soi? Moi, là où ça me pose problème, c'est quand ça devient une fin en soi de développer le conforme. Non, si c'est transitoire, bon, à voir. Oui. Oui, 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 c'est clair. C'était pour rassurer les parents. C'est ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que les parents aussi, il faut qu'on les éduque. Et il faut aussi les éduquer. Non, et encore aujourd'hui, s'il n'y a pas que 20 ans en arrière, il y a plein de petites filles qui veulent faire de la boxe et les pères ou les mères disent non. Tout à fait. Et c'est vrai que si on a dans les métiers, quel que soit son métier, des modules de sensibilisation à ces questions-là, dans le milieu sportif, médiatique, en tant qu'enfant, j'ai été sensible à l'école. Si à l'école on me parle de ces questions-là, forcément ça va avoir un impact sur mon rôle de parent après. Donc on ne va pas aller donner des cours aux parents, enfin moi je ne suis pas pour ça. Par contre, je pense qu'il faut, dès le plus jeune âge, sensibiliser tout le monde à ce qui, aujourd'hui, existe, à cette diversité, à cette pluralité, et casser quoi? Casser les bicatégorisations, dénoncer les inégalités pour pouvoir offrir à chacun plus de liberté, à chacun et à chacune. Un petit garçon qui fait de la danse, il est où le problème? Toutes les communautés, depuis tout le temps, ont toujours dansé. Les hommes dansent dans toutes les communautés du monde. Qu'est-ce qui fait qu'en Occident, et plus particulièrement au 19e, fin 19e, début 20e, il y a une espèce de stigmate négatif qui va apparaître autour de la danse? Oui, il n'y a pas que dans les sociétés occidentales. Non, non, mais par contre, c'est... Les garçons qui dansent, c'est suspect.
Par contre, c'est un processus récent à l'échelle de l'histoire. C'est un processus récent à l'échelle de l'histoire, tout à fait. Alors après, c'est pas toutes les danses, mais non. Danse classique, contemporaine, pas que la danse classique, les danses de salon. Globalement, quand on dit danse, d'abord au singulier, ça n'existe pas, hein, c'est les danses. Mais si on regarde les grandes familles de danse, la plupart quand même sont, on va dire, connotées négativement du côté des garçons, sauf aujourd'hui le rap, le hip-hop, enfin c'est pas le rap, c'est le hip-hop, les danses de rue qui se développent. Mais la plupart des pratiques de danse voilà, restent connotées. Alors qu'il y a très longtemps, voilà, les hommes dansaient, et encore aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, les hommes dansent. Moi, je trouve que le problème il est beaucoup plus profond, parce que perso, j'ai 2 petits garçons, donc 9 et 11 ans, et ils ont fait plein de sports, et à l'école, justement, là, je suis pas complètement d'accord avec vous, parce qu'il faut quand même plein de sports différents, et c'est aussi ça qui a fait augmenter le sport, c'est qu'on découvre vraiment plein de sports maintenant, et bah, ça n'empêche que mon petit, j'ai réussi à l'inscrire au hip-hop, il en a fait pendant 1 an. Mais le grand, quand je lui parle du cycle, parce que tous les ans quasiment ils ont un cycle danse, c'est oh là là, c'est encore un cycle danse, quoi, quelle que soit la danse et tout. Ouais. Et pourtant, il fait d'autres sports où il y a des filles, il a des copines qui jouent au foot avec lui dans la cour d'école et tout. Ça, c'est pas un souci, mais il y a des trucs, alors que bon, je sais pas. Alors que vous lui montrez des modèles, que vous lui en parlez, etc. En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ces processus qu'on connaît bien maintenant de socialisation sexuée. C'est-à-dire que les enfants apprennent très tôt à se distinguer de l'autre sexe. D'accord ? Ils reconnaissent, à partir de 3 ans, ils reconnaissent ce qu'on appelle leur identité de genre par ce qu'ils voient. C'est-à-dire, ce n'est pas tant les organes qui sont importants pour eux, c'est ce que les individus donnent à voir pour être classés dans soit la catégorie femme, soit la catégorie homme. D'accord ? Et il va y avoir un âge, là, effectivement, jusqu'à l'adolescence, où ça va devenir hyper important pour eux de pouvoir appartenir à cette catégorie, d'en montrer les signifiants. Et appartenir à la catégorie, c'est surtout et avant tout ne pas faire partie de l'autre catégorie. Donc, tant qu'ils sont très jeunes, il y a encore une forme de perméabilité. 9-13 ans, cette période de l'adolescence, c'est une période où ils ont besoin de vraiment appartenir au groupe. Et appartenir au groupe, c'est surtout ne pas faire partie de l'autre groupe. Donc là, il y a des jeux d'opposition qui se construisent très fortement à cet âge-là. Mais, d'abord, il faut le savoir, et peut-être que ça veut dire qu'on peut quand même continuer à parler avec nos enfants parce que ça va bouger, c'est pas figé. Ce qui se passe aujourd'hui, à l'âge de 9 ou 11 ans, c'est pas forcément le recul qu'il aura un petit peu plus tard. Et puis surtout, à l'école, c'est de l'ordre des missions des enseignants de pouvoir, par contre, intégrer de la complexité, de pouvoir donner à voir des modèles. Il ne s'agit pas de dire « tu vas faire puéricultrice », tiens, ça m'est venu là d'un coup. Vous avez vu l'influence des noms de métiers? C'est quoi l'équivalent de puéricultrice? Ouais, mais qui est quasiment pas utilisé. Voilà. Sage-femme? Alors, il y a un nom, mais il m'échappe, là. Il y a un nom complètement... maïoticien, voilà, merci. Donc, il y a un nom, mais voilà, il est quasiment inconnu, ou alors il nous échappe au moment où on en a besoin. Donc, là, pour moi, c'est de l'ordre des missions des enseignants de montrer de la complexité, de montrer comment le langage fait son action dans la diffusion, d'offrir, en fait, des possibles. Moi, j'aime cette formule. Moi, dans mes cours, je ne souhaite pas dire à mes étudiants ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils doivent être, comment ils doivent incarner leur catégorie de sexe. Par contre, je souhaite leur montrer de la diversité. Je souhaite leur montrer les processus de domination à l'œuvre. Je souhaite leur montrer comment le langage, les médias, la socialisation participent à la division sexuée. Après, ils feront leur chemin. Comme vous, là, tous, hein, vous ferez votre chemin. Pardon ? J'ai pas... Vos parents vous ont beaucoup soutenu en féminin, j'imagine. Vous n'êtes pas arrivé là sans la famille qui vous a aidé. Et en plus, vous disiez au départ que vous aviez eu vos médailles d'or à Berlin au mois d'août. Qui le sait? Qui sait qu'on a une Française qui a eu... C'est ça aussi, je voulais en reparler. Quand on regarde la programmation, en fait, des Jeux Olympiques, un exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, soit les filles, elles passent après les garçons quand on a limé la piste ou des choses comme ça, soit elles passent avant à des horaires qui sont moins médiatiques,
le dimanche. Et alors, on ne parle même pas du sport handisport. Là, on ferme les Jeux Olympiques et après, on commence le dimanche. Ça m'offusque. Donc, c'est vrai, quand on parle d'égalité, ça me fait halluciner, moi. Moi, je suis heureuse de voir que ça y est, vous avez construit des lunettes, alors vous les aviez déjà. Hein. Je ne parle pas à des gens qui sont venus là par hasard, à mon avis. Je parle à des gens qui avaient déjà pris conscience d'un certain nombre de choses. Donc, bien sûr, tout ça, c'est scandaleux. Tout à l'heure, Angelina évoquait sa situation de handicap. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a absolument pas de travaux sur les femmes dans le mouvement du sport handicap, du handisport. Il n'y a pas de travaux. Et pourtant, c'est sans doute 2 facteurs de discrimination et pas 1. Et je vais me permettre d'en rajouter un, c'est celui de la couleur de peau. J'évoquais tout à l'heure le fait que blanche, non blanche, il y a aussi des discriminations racistes qui sont à l'œuvre. Donc aujourd'hui, on commence à investir un champ de recherche qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir regarder plusieurs facteurs de discrimination. La question du sexe, la question de la classe sociale. Par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, on a 87% de femmes qui déclarent faire du sport. Quand on regarde juste ça dans les QPV, quartier prioritaire de la ville, il y a 32% de femmes. Donc ça veut dire qu'il y a un effet, là j'en ai pas parlé, je ne peux pas parler de tout, surtout déjà que j'ai débordé mon temps, mais il y a un effet de la classe sociale. Et on sait aussi qu'il y a un effet de ce qu'on appelle en sociologie la race, c'est-à-dire le processus de racialisation, donc tous les procédés racistes en fait, qui sont aussi des procédés discriminatoires. Et il ne s'agit pas de cumuler les 3, mais d'analyser comment les 3 en fait peuvent produire quelque chose de particulier aussi. Et à ça, on peut rajouter la situation de handicap, on peut rajouter l'âge parfois, etc., etc. Alors justement, je voulais je ne sais pas si vous connaissez la course de la diversité. J'ai mis quelques flyers à l'entrée. La ville de Lyon soutient pour la première année. Merci. Pour la première année, la ville de Lyon soutient cette initiative qui est mise en place par FACE Grand Lyon, qui est la Fondation contre l'exclusion. Et puis, alors la FE, Fédération française de sport en entreprise. Je résume. Donc, c'est un soutien à 2 niveaux. D'abord financier, puisqu'on a droit à des dossards. Donc, si vous voulez, ces dossards sont achetés. Il suffit de s'inscrire sur le site avec le code promo Ville de Lyon. Et en plus, comme c'est un événement entreprise, donc ça se passe sur le temps de travail, les personnes qui s'inscrivent, donc les agents de la ville, agentes de la ville qui s'inscrivent, peuvent le font sur leur temps de travail. Donc vous avez le droit, et il suffit juste de m'envoyer un mail et moi je le répercuterai auprès des RRH, de vos responsables RH. Donc c'est une première, je le souligne, c'est une première à la ville de Lyon qu'on puisse prendre sur notre temps de travail ce type d'activité. C'est un premier pas et j'espère qu'on va continuer dans ce sens-là. Parce que le sport, on n'en a pas parlé, mais le sport en entreprise, c'est aussi un mieux-être au travail qui est extrêmement important et qui peut réduire l'inaptitude physique. Voilà. Si je peux me permettre juste 2 petits points aussi qui me viennent par rapport à l'engagement de la mairie de Lyon. Par exemple, sur les questions sportives, je disais tout à l'heure, il y a nécessité à faire des diagnostics. Depuis 2 ans, là, et notamment c'est un étudiant du master qui est venu accompagner ce processus-là, et c'est super. La mairie de Lyon s'est engagée effectivement dans le fait de pouvoir comptabiliser, de faire un petit peu le point sur la distribution des équipements sportifs, sur les répartitions. C'est très compliqué, mais il y a un processus, en tout cas de diagnostic, de vouloir faire un diagnostic qui est engagé. Et puis je voudrais aussi soulever la dynamique qui est en train de s'engager autour de la Coupe du Monde de foot femmes. Donc Lyon va accueillir les 2 demi-finales et la finale entre la fin du mois de juin et le 7 juillet. Et aujourd'hui, la mairie a engagé plusieurs gros travaux pour pouvoir développer des actions de promotion du foot à destination des femmes, pour pouvoir médiatiser davantage ces sportives, pouvoir travailler sur la communication et sur le langage. Effectivement, c'est bien de le rappeler aussi. Tout à fait. Bien.
Bien, merci en tout cas pour ces échanges. On peut encore faire quelques questions encore si vous en avez en réserve. C'est bon? Bon, ben écoutez, en tout cas, merci pour votre présence. Ce partage d'expérience. Sur le master, Oui, s'il y en a qui sont intéressés, donc ce master qui travaille les questions d'égalité dans le milieu sportif, voilà. Si vous avez dans votre environnement des étudiants ou étudiantes ou que vous souhaitez, ou vous êtes vous-même dans le monde sportif et que vous souhaitez par des modules de formation continue ou autre, voilà, n'hésitez pas, c'est là où je suis à votre disposition. Voilà, donc la prochaine conférence aura lieu le 19 octobre et ce sera Muriel Salle, qui est aussi, je pense, historienne, voilà. Spécialiste des questions d'histoire de la médecine et d'histoire des femmes aussi. Voilà, donc qui viendra parler des femmes inspirantes et femmes résistantes. On change un peu, mais pas tant que ça, non, parce qu'on peut résister aussi en faisant du sport. Tout à fait, sont des femmes résistantes, tout à fait. Eh bien, bonne fin de journée et puis bon week-end. Super. Moi aussi, j'ai trouvé que voilà, il y avait vraiment des éléments d'identification déjà hyper intéressants qui peuvent venir illustrer en fait quoi, ce que je disais. Merci.